suis adjoint au maire de Bordeaux, en charge de l'égalité et de la citoyenneté et à ce titre notamment en charge des cultes et du dialogue interreligieux. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque, qui est le troisième, qui est organisé par la Fédération musulmane de la Gironde, sur une question importante qui est celle de savoir est-ce que l'islam est compatible avec la République, avec la France. Comme ça a été dit, Alain Juppé souhaitait être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement son agenda ne lui a pas permis de venir. Et il m'a demandé de bien vouloir l'excuser auprès de vous et de réaffirmer à la Fédération musulmane de la Gironde tout son soutien pour les actions que vous menez. Actions sur le plan religieux, pour développer ce que Tarek Kourou, que je salue, a appelé la théologie préventive, théologie qui ne dispense pas les ferments de la haine de l'autre et de la radicalisation. Notre concept, qui est développé par le recteur de la mosquée de Bordeaux, l'orthopraxie minimaliste, qui facilite l'intégration des musulmans en priorisant les 5 piliers de l'islam dans les pratiques religieuses. Des actions également nombreuses de la FMG sur le plan interculturel et interreligieux, avec notamment la participation active à Bordeaux Partage, qui est le conseil interreligieux et citoyen, mais également un travail de fond avec le CRIF, le Centre Yavneh, sur l'amitié judéo-musulmane. Également une soirée qui est organisée tous les ans par les jeunes musulmans, soutenus par la FMG, et d'autres associations comme Coexister, qui regroupe des croyants et des non-croyants de toute confession, ainsi que les jeunes du Centre culturel juif. Et une soirée qui s'organise et qui est soutenue par la mairie de Bordeaux dans le cadre d'un événement qui s'appelle la quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Enfin, le troisième pilier, il me semble tout à fait notable de votre action, concerne la création, la co-construction du Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus, auquel vous participez activement, avec vous et membre du conseil scientifique et technique du CAPRI, et Fouad Sahamadi, et notre intervenant théologique. Nous étions d'ailleurs hier avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, pour présenter les premiers résultats du CAPRI. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que ce projet est une belle réussite, même si la radicalisation est un phénomène complexe et qu'il faudra faire une évaluation à moyen terme. Pas avec certitude dire que les jeunes que nous suivons sont sortis d'affaires. Il y a le problème de rechute, il y a le problème de la dissimulation. On le sait, ce sont aussi des problématiques psychosociales très fortes qui ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Néanmoins, on peut dire que d'ores et déjà, après un bon fonctionnement, ce projet est une belle réussite et l'implication de la FMG dans le dispositif a joué un rôle déterminant. Et je dois dire que ça n'a pas toujours été évident, d'ailleurs, dans la mesure où un certain nombre de responsables ont une vision un peu étriquée de la laïcité et s'interrogeaient parfois sur la nécessité d'avoir des théologiens dans le dispositif. Mais les résultats sont là. Comment peut-on en effet lutter contre un phénomène qui a pour support une religion, même dévoyée, sans avoir avec nous des fins connaisseurs de cette même religion? Cela tombe sous l'évidence. Sur vos actions, que je salue, qu'il faut poursuivre, qu'on vous encourage avec Alain Juppé à poursuivre, je ne peux pas être exhaustif, il y en a beaucoup d'autres, des repas et des ruptures du jeûne ouverts à tout le monde, pour mettre en évidence l'esprit de fraternité qui vous anime, des moments de réflexion comme celui d'aujourd'hui. Je crois que toutes ces actions ont un point commun, celui de faire société, je dirais même plus, celui de faire humanité. Bravo très sincèrement et du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Alors comme ça a été dit, je ne vais pas seulement faire le mot d'accueil au pupitre là maintenant, je vais aussi parler de la question de fond que je devais aborder plus tard, mais je pensais que c'était mieux de prendre une seule fois la parole. Je ne suis pas un élu qui se bat pour avoir le micro en général, et je pense que regrouper des interventions est quand même plus commode pour tout le monde, et donc je vais aborder maintenant le thème aujourd'hui du colloque pour vous donner la vision que je peux en avoir, qui n'est pas celle d'Alain Juppé. On a des grandes proximités avec Alain Juppé. Cela dit, là, c'est moi qui écris le texte, donc je ne voudrais pas l'engager sur des choses qui ne sont pas sorties de sa plume, même si, vous le savez, on est sur une vision qui est très
faveur de la cohésion sociale, du vivre ensemble, et que lui et moi nous partageons pleinement. Donc, le thème du colloque aujourd'hui, c'est la question de l'islam de la France, avec au final la question de savoir est-ce que l'islam menace la France. Ça a été dit, et vous le savez tous, notre pays a été confronté à une vague sans précédent d'attentats en 2015 et en 2016. Beaucoup de nos compatriotes ont été traumatisés par ces attaques d'une violence inouïe, et leurs auteurs se réclament de l'islam dans une vision totalement dévoyée de celle-ci. Autre problématique que nous avons, qui est différente, mais qui, par certains aspects, est connexe, c'est la montée du fondamentalisme, c'est-à-dire pour l'essentiel du salafisme. Le salafisme pose problème. Le plus souvent, il met en question la République, la démocratie, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des personnes homosexuelles. C'est pas systématique, mais c'est quand même assez fréquent. Donc il y a deux courants. Un qui est violent, on parle de djihadisme, même si je sais que le recteur n'aime pas ce mot parce que ça dévoie la notion de djihad, mais un mouvement violent et un autre qui l'est moins, même si il peut semer les germes de la violence. Et on peut s'interroger, est-ce que ce sont deux mouvements qui représentent l'islam, qui est partie de l'islam, et est-ce qu'ils peuvent menacer la France? En ce qui concerne le djihadisme, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ça n'est pas l'islam. Quand on voit les pratiques de Daesh, à tous les niveaux, cela ne correspond en rien à cela. Ne serait-ce que le fait de tuer des êtres humains, musulmans comme non musulmans, qui me semble totalement en contradiction avec les principes de l'islam. Et d'ailleurs, tous les jeunes que nous suivons au CAPRI, au Centre de prévention de la radicalisation, ont un point commun. Ils n'ont aucune culture religieuse. Ils n'y connaissent rien. Ils plaquent les connaissances, des éléments qu'ils ont entendus, qu'ils ont vus sur Internet, sans les comprendre. Et plusieurs chercheurs dans le monde ont émis l'hypothèse, à partir d'études assez importantes. Certains chercheurs viendront d'ailleurs à Bordeaux au mois de mai, a priori, pour présenter les résultats de cette étude, que la bonne connaissance de l'islam, une bonne culture musulmane, était plutôt un facteur de protection contre la radicalisation. En effet, comment convaincre un jeune que le djihad, c'est tuer des gens, le jeune sait ce que est le djihad dans le Coran, même s'il y a plusieurs significations. Quand même compliqué de lui inculquer une notion dévoyée s'il a déjà des notions qui sont bonnes. Alors bien sûr, certains disent que Daesh se revendique de l'islam, ce qui est vrai, que leur idéologie provient du takfirisme, inventé par une branche des frères musulmans. Bien sûr, tout cela est vrai. Mais l'histoire nous enseigne que n'importe quel dogme, même le moins violent, peut être dévoyé et instrumentalisé à des fins guerrières, à l'opposé de ses fondements. Et en l'occurrence, là, en ce qui concerne le djihadisme, dans des enjeux sociaux et géopolitiques qui s'apparentent plus à une guerre civile. Je donnerai deux exemples, en dehors de l'islam. Les bouddhistes, qui sont réputés pour la paix intérieure, la zénitude, qui peut les habiter. Je trouve que les bouddhistes réalisent des massacres dans certaines parties du monde, notamment en Birmanie. Donc on voit bien quand même que même un dogme le plus paisible soit-il peut être instrumentalisé à des fins guerrières quand il s'agit de capter des ressources humaines ou économiques. Autre exemple de quelque chose qui, à la base, n'est pas un dogme, mais qui peut être érigé en dogme et devenir dangereux, et être utilisé à l'inverse de ce pourquoi il a été fait, c'est le principe de laïcité. Le principe de laïcité, donc, qui est malheureusement érigé en dogme par certains en France, au même niveau qu'une religion, et qui se retrouve à l'opposé de ce pourquoi il a été fait, à légitimer des discriminations. Alors qu'au contraire, dans nos textes, dans notre histoire, la laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de ne pas croire. C'est la liberté de croire. Et quand on est croyant, c'est la liberté d'exprimer ses convictions religieuses. Bien entendu, comme pour toute liberté fondamentale,
dans les limites de l'ordre public et des libertés d'autrui. Et donc, on a aujourd'hui des partisans d'une laïcité érigée en dogme qui veulent interdire le voile, par exemple, dans certains lieux, notamment sur la plage, puisque quand on veut interdire l'ouverture sur la plage, ça revient à interdire le voile, d'ailleurs il y a des femmes voilées qui ont eu des problèmes. Et donc très clairement, le Conseil d'État a cassé la plupart des arrêtés anti-burkini, sur des endroits où il n'y avait pas de problème d'ordre public, dans la mesure où, et c'est dans les attendus de l'arrêt du Conseil d'État, les arrêtés anti-burkini ne respectent pas le principe de liberté de conscience. Le principe de liberté de conscience qui est une composante de la laïcité. Donc on se retrouve quand même avec des élus de la République qui ont pris des textes au nom de la laïcité, sachant que la plus haute juridiction administrative française nous a dit que la laïcité, finalement, c'était la liberté de conscience et que donc ces arrêtés étaient contraires à la liberté de conscience. Donc on est sur les opposés totaux. Des arrêtés qui sont pris au nom de la laïcité qui, au final, sont cassés au nom de la laïcité. On voit bien le renversement. Et on voit bien le lien avec la question de la discrimination, parce que quand on fait une analyse juridique de ces arrêtés anti-burkini, on se rend compte que si le juge pénal avait été saisi, ça aurait pu être qualifié d'une discrimination aggravée, dans la mesure où, au final, cela revient à empêcher l'accès à l'espace public au motif des convictions religieuses. On empêche l'accès à l'espace public, à la plage, à des femmes au motif qu'elles expriment leurs convictions religieuses. Et donc ça, le code pénal est très clair, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit conscient quand même du renversement des choses, du fait que quand on érige en dogme un certain nombre de principes, on risque de se retrouver à l'inverse de ce pour quoi ils ont été fondés. C'est vrai pour les textes juridiques, même si c'est plus dur, parce qu'en matière de laïcité, il y a quand même des jurisprudences. Et c'est encore plus vrai pour les textes religieux qui sont bien plus complexes. Et dans l'islam, il y a le Coran, les hadiths, la Sira, le Rakanon. Mais il y a des sociologues, des chercheurs qui ont travaillé sur la question, et par exemple pour Olivier Roy, que nous avions reçu l'an dernier, il n'y a pas de relation directe entre un texte religieux et un comportement. La question est de savoir comment le texte est interprété, mis en œuvre dans la société où on se trouve. Et aujourd'hui, une partie de la jeunesse est séduite, s'investit dans des mouvements qui sont fondamentalistes, des mouvements essentiellement liés au salafisme. Donc, peut-on se poser la question de est-ce que le salafisme c'est l'islam? Je pense qu'on peut dire que c'est l'islam dans une version fondamentaliste, rigoriste. Est-ce que cela menace la France directement, la France dans son ensemble? Est-ce qu'il faut avoir peur de ce mouvement? Il est clair que les valeurs du salafisme sont en totale contradiction avec les valeurs de la République. Mais nous avons en France un corpus juridique, des lois qui nous protègent de toute incartade et de tout non-respect, notamment du principe d'égalité. Le code pénal sanctionne sévèrement toute discrimination. Ça n'est certainement pas suffisant, notamment parce que le code pénal est assez peu appliqué. Et c'est pourquoi il faut développer des actions en faveur du vivre ensemble, de l'égalité, de la liberté de conscience, de la laïcité. Nous le faisons à Bordeaux, il faudrait que ce soit fait partout. Être positif sur le vivre ensemble est bien plus bénéfique qu'être négatif sur les gens qui sont séduits par le fondamentalisme. Rappelons-nous tout de même que nous sommes dans un pays qui garantit la liberté de conscience. Ce qui est sanctionné, ce sont les comportements en infraction avec la loi. Ce ne sont pas les idées. La sanction doit être ferme, mais la guerre idéologique, la stigmatisation, l'exclusion ne font que renforcer le mal que l'on prétend combattre. Je citerai un autre sociologue qui s'appelle Farhad Khosrokhabar, qui a beaucoup travaillé sur l'islam des jeunes, d'ailleurs c'est le titre d'un de ses ouvrages de référence, et sur la radicalisation, titre du deuxième ouvrage sur référence. Et il a essayé d'analyser pourquoi les jeunes
s'impliquer dans les mouvements fondamentalistes. À l'époque, c'était le mouvement Tabligh, hein, et on peut tout à fait transposer les choses avec le salafisme aujourd'hui. Et il a démontré que les jeunes qui étaient issus de quartiers difficiles, confrontés à la misère, au chômage, à la délinquance, voyaient tout d'un coup la religion, dans sa forme fondamentaliste, comme une opportunité pour obtenir un statut social, une place, une reconnaissance. Ce sont des jeunes qui sont dans la pauvreté, mais finalement, cette pauvreté devient une revendication sur un fond de rejet de la société capitaliste et impérialiste. Le plus souvent, ces jeunes sont actifs dans la petite délinquance et les règles d'un islam orthodoxe, fondamentaliste, viennent leur offrir un cadre que ni leur famille, ni la société n'est en mesure de leur offrir. Par exemple, avec la prière le matin, tôt le matin, ça devient compliqué de traîner le soir tard. Et donc ça offre un cadre à ces jeunes qui leur permet de se stabiliser. Et donc, quand on voit cette analyse-là, on comprend que la montée du fondamentalisme, c'est le reflet de la crise économique et sociale que nous traversons. Quand on a 7 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche, quand on a un prénom musulman par rapport à un prénom chrétien, et si on ajoute à cela l'absence de réseaux qui permettent en général de s'en sortir, on aboutit à une égalité des chances qui n'existe pas. Certains jeunes ont le sentiment qu'ils ne pourront pas s'en sortir, qu'ils ne pourront pas trouver un travail, qu'ils ne pourront pas fonder une famille. Le fondamentalisme devient alors un refuge. Jaurès disait, Jean Jaurès, je cite Jean Jaurès, « La République restera laïque si elle sait rester sociale ». Ainsi, la montée du fondamentalisme, il faut la traiter comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un symptôme de la crise sociale que nous traversons. D'ailleurs, à chaque fois que notre histoire a traversé des crises sociales et économiques, la laïcité a été interrogée et convoquée. On voit aujourd'hui certains responsables politiques la brandissent en étendard pour mieux masquer leur échec successif sur le plan social. Il faut faire un certain nombre de choses et la FMG apporte sa pierre à l'édifice en travaillant sur une offre théologique qui soit compatible avec les valeurs de la République. Et c'est vraiment le sens qu'on vient de développer. Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier. Il faudrait qu'il y ait des FMG partout et qu'on puisse avoir une approche théologique compatible partout. Mais il faut aussi œuvrer pour que les jeunes dont je parlais retrouvent l'espoir et la confiance en eux, la confiance en l'avenir. Cela passe par une politique sociale incitative, avec des dispositifs qui permettraient d'entrer ces jeunes dans la vie active. Cela passe également par la lutte accrue contre les discriminations en matière d'emploi et aussi en matière de logement. Quand on voit l'affaire récente qu'il y a eu avec une agence immobilière dont je connais le nom, mais sur la fiche était marqué « pas de noir » pour la location, on imagine bien qu'il s'agit d'une erreur de communication, mais qu'il doit y avoir plein de fiches avec plein de critères, même des codes. J'ai vu un reportage, il y avait des codes pour que personne ne comprenne que tel appartement était interdit à telle catégorie de la population. Quand on voit cela, ça explique les difficultés quand on est issu de l'immigration pour trouver un appartement. Et je dois vous dire d'ailleurs que moi-même, j'ai été amené à chercher un local il n'y a pas si longtemps pour mon parti politique, et que si je ne disais pas que j'étais adjoint au maire, personne ne m'a rappelé, une agence immobilière ne m'a rappelé. Et donc, on voit bien quand même que notre pays va vraiment très mal de ce point de vue-là, et d'ailleurs, on n'a pas vu le gouvernement annoncer des mesures pour lutter contre les discriminations dans l'accès au logement, qui sont pourtant une évidence. Alors, continuons ensemble sur un chemin vertueux que nous avons emprunté à Bordeaux il y a de nombreuses années, où tous réunis, élus, acteurs du culte, associations, simples citoyens, nous œuvrons de concert pour faire de ce monde un monde meilleur. Je vous remercie.